Donc là, je voudrais parler du modèle de communication. En PNL, on travaille beaucoup avec une phrase « la carte n'est pas le territoire ». Mais justement, en fait, nous avons le territoire et nous construisons une carte. À l'intérieur de notre tête, on construit notre représentation du monde. Donc, la carte qu'on construit est la base de notre modèle de communication. Le monde s'exprime devant nous. Le monde s'exprime devant nous avec toute sa complexité et nous en construisons une représentation symbolique dans notre cerveau. Et cette représentation symbolique, elle passe par notre perception. Donc, on va dire nos 5 sens. Le VACOG. En PNL, on parle de visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. C'est avec nos 5 sens qu'on construit notre carte du monde. Maintenant, ce n'est pas juste aussi simple que ça. Pour que l'information qui vient devant nous vienne construire notre représentation, on va avoir plusieurs filtres, plusieurs mécanismes. En fait, il y a une règle qui s'appelle la règle de 7 plus ou moins 2. Ici, nous avons des millions d'informations. Nous avons des millions d'informations qui s'expriment devant nous, et nous, de notre côté, nous sommes capables à chaque instant de prendre en compte 7 plus ou moins 2 morceaux d'informations. Ça veut dire que pour arriver à construire notre carte du monde, on va être réducteur par rapport à la réalité qui est devant nous. Ou autrement dit, le monde qui est devant nous est le monde réel. Ce à quoi nous avons accès, c'est notre représentation de ce monde réel. Nous n'avons pas accès à la réalité du monde, mais à notre simplification. Donc on va avoir un certain nombre de filtres. Un premier filtre, c'est le filtre neurologique, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis capable de voir, d'entendre, qu'est-ce que je suis capable, grâce à ma neurologie, de percevoir. Le deuxième filtre, ça va être le filtre lié à notre cadre socio-culturel. En fonction de là où on est né, de l'éducation qu'on a eue, on ne va pas avoir la même manière de voir les choses, de percevoir. Le troisième filtre qu'on a ici, c'est le filtre qui est lié à notre histoire de vie. En fonction de l'histoire qu'on aura eue pendant toute notre vie, on ne va pas continuer à construire notre carte du monde de la même manière. Ça, ce sont les 3 filtres. Après, nous avons 3 mécanismes. Ces 3 mécanismes, on peut dire que c'est grâce à ça que nous sommes performants. Si nous devons passer de millions d'informations à 7 plus ou moins 2 morceaux, il va falloir qu'on fasse une sélection. C'est-à-dire qu'on soit pertinent dans ce qu'on va percevoir, ou plutôt dans la perception, dans ce qu'on va prendre en compte. Cette pertinence va nous forcer à faire ce qu'on appelle des omissions. On va voir un certain nombre de choses, et puis d'autres, on va choisir de ne pas les voir, parce que justement, ça n'est pas pertinent de les voir à ce moment-là. C'est de l'omission. Je vous prends un exemple. Une maman qui est dans une gare, qui a perdu son enfant, est capable au milieu de plein d'autres voix d'entendre spécifiquement la voix de son enfant pour le retrouver. C'est-à-dire qu'elle va faire omission de ce qui va se passer autour pour arriver à retrouver son petit, ce qui est son objectif à ce moment-là. Le deuxième filtre, c'est un autre filtre. Le deuxième mécanisme, c'est un autre mécanisme qui nous permet d'être performants. Ça s'appelle la généralisation. C'est ce qui nous permet de, quand on vit une expérience, de la rapprocher d'une autre expérience. Tiens, ça je connais, j'ai déjà vécu. Et ça nous permet d'accélérer. Imaginez si on devait reconstruire à chaque fois nos schémas mentaux, à chaque fois qu'on vit quelque chose, on perdrait un temps considérable. Et tout simplement, on ne saurait pas lire. Parce que la lecture, c'est tout simplement apprendre des mots qu'on apprend d'abord de manière phonétique et ensuite apprendre à reconnaître ces mots quand on les lit de manière automatique. C'est un mécanisme automatique de généralisation.
troisième mécanisme, ce sera la distorsion. Celui-ci nous permet de voir les choses telles qu'on a besoin de les voir par rapport à nos objectifs. C'est-à-dire, ici, nous faisons une sélection. Ici, nous tirons des conclusions globales par rapport à quelque chose de spécifique qu'on est en train de voir. Là, nous savons, nous sommes capables de modifier notre perception pour la rendre plus conforme à ce qu'on a envie de voir. Et c'est grâce à ça, par exemple, qu'on peut supporter certains éléments de la vie qui seraient insupportables si on devait les voir réellement. Du coup, on comprend mieux pourquoi entre la réalité du monde et la représentation que nous en faisons, il y a tout un monde de différences. Et cette représentation, elle est reliée avec nos états. C'est la représentation qu'on se fait de la réalité du monde qui va nous dire comment on doit ressentir, quelles émotions on va ressentir à quel moment, de la joie, de la tristesse, de la peur, de la colère. Ces états sont reliés à notre représentation. Ces états eux-mêmes sont reliés à notre physiologie. Notre physiologie, vous savez très très bien que en fonction de ce qu'on est en train de vivre sur le plan de nos états internes, on va avoir une physiologie différente. Enfin là, on a une relation d'interdépendance. Parce que justement, souvent, on dit nos états sont la cause de notre physiologie. C'est parce que je suis triste que je pleure. Et on peut faire des expériences grâce à la PNL en changeant la physiologie des gens et voir que leurs états évoluent. Donc ici, on va admettre qu'il n'y a pas une relation forcément de cause à effet, mais il est possible d'inverser et de travailler dans la relation entre l'état et la physiologie avec la cause sur la physiologie et l'effet dans l'état. Je vous donne un exemple de travail, faire travailler un ado qui vient et qui n'a pas le moral, ou plutôt qui vient et qui n'a pas le moral, et petit à petit, lui faire travailler à modifier sa posture physique et au fur et à mesure des séances, voir que en fait, son état évolue et qu'il apprend à regarder le monde d'une autre manière. On est toujours dans le cadre global de la construction du modèle de communication. Et après, on a tout un tas de paramètres. Par exemple, nous avons nos métaprogrammes, nous avons nos valeurs, nos croyances, notre position par rapport au temps. Bref, tout un tas de paramètres qui vont venir rentrer dans ce jeu global. Et sur la base de cette représentation, nous allons faire ce que nous savons faire, c'est-à-dire agir ou plutôt communiquer. Dans cette communication, nous allons avoir une part de communication consciente et une part de communication inconsciente. Pourquoi la proportion, je la représente de cette manière-là? C'est parce que nous avons l'impression de communiquer volontairement la plupart de ce que nous communiquons. Mais justement, cette communication est principalement réalisée au niveau inconscient. Ça vous est peut-être déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui dit des choses cohérentes, des choses avec lesquelles vous êtes d'accord, et pourtant de sortir de cette rencontre en vous disant « cette personne, je ne la sens pas ». En fait, dans la communication qui s'est passée d'inconscient à inconscient, vous avez eu des informations que vous avez reçues au niveau inconscient et qui sont venues vous donner des informations et du coup, vous n'achetez pas la personne. Et il n'y a rien qui s'est passé au niveau conscient. Dans cette communication, pas mal de gens pensent que la communication consciente, c'est très simple. C'est ce qu'on dit, c'est la parole. Et la communication inconsciente, c'est le corporel.
on peut très très bien apprendre à avoir une communication consciente corporelle. C'est-à-dire, si je vous dis cet élément est très important pour vous, de cette manière-là. Si je vous dis cet élément est très important pour vous de cette manière-là, ou si je vous dis cet élément est très important pour vous de cette manière-là, je ne vous ai pas dit la même chose. Du coup, on peut très très bien apprendre consciemment à mettre en place les bons gestes dans sa communication corporelle. Ensuite, ici, on peut regarder dans la communication inconsciente quels sont les mécanismes de langage qui sont inconscients. On a d'abord les lapsus, c'est-à-dire ce vocabulaire qui sort, ces mots qui sortent, qu'on a envie de rattraper parce que de temps en temps, ils peuvent nous mettre dans l'embarras. Et puis, on a aussi les mots. Dans la communication, on a les histoires qu'on veut raconter. Là, je suis en train de vous parler du modèle de communication et je sais globalement ce que j'ai envie de vous dire. Maintenant, chaque mot que je vais utiliser dans cette communication, je ne les contrôle pas un par un. Je n'ai pas un prompteur qui déroule en me disant chaque mot que je dois dire, ces mots viennent de l'intérieur, ils viennent automatiquement, ils viennent de mon inconscient. Et dans notre communication en général, notre inconscient va choisir les mots qu'on va utiliser et les formes verbales que nous allons utiliser. Et là-dessus, il existe dans la PNL un domaine que nous allons étudier qui s'appelle le métamodèle. Et ce domaine répertorie les omissions de langage, les généralisations de langage et les distorsions de langage que nous réalisons. Tiens, omission, généralisation, distorsion. On a déjà entendu ces trois mots, on les a entendus dans les trois mécanismes qui nous permettent de construire le monde. Et il n'y a pas de hasard. Ce qu'on relève ici au niveau du langage nous donne une information clé sur la manière de la personne de construire sa carte du monde. En fait, la personne fonctionne en cohérence. Alors, quand on communique à des tiers. C'est-à-dire que on parle à des personnes qui sont autour de nous. Interrogez-vous, quelle est la personne à qui vous parlez plus? Je vais poser la question autrement. Qui a les oreilles les plus proches de votre bouche? La plupart du temps, ces oreilles, ce sont les vôtres. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous vous exprimez vers le reste du monde, votre premier auditeur, c'est vous-même. Du coup, ces omissions, ces généralisations, ces distorsions, c'est votre règle du jeu que vous vous réexpliquez à vous-même pour pouvoir les remettre en route dans la construction de votre carte du monde. Du coup, ça sera la carte simplificatrice du fonctionnement d'une personne communicante. Carte simplificatrice mais utile en PNL. Et cette carte va permettre de trouver un cadre d'intervention. On peut intervenir en PNL sur la manière qu'a une personne de se représenter le monde. Par exemple, en travaillant avec les sous-modalités. On peut travailler sur l'interprétation qu'une personne va faire entre sa carte du monde et la construction de ses états. On peut lui permettre d'apprendre à travailler sur ses états internes. On peut lui permettre à travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur sa physiologie. On peut travailler sur tous les domaines de type valeurs, croyances. On peut travailler sur la communication de la personne avec tout le volet linguistique. Et faites changer le vocabulaire d'une personne, vous lui ferez changer sa manière de voir le monde. En fait, ça, c'est la manière de fonctionner d'une personne qui va bien. De temps en temps, la personne va bien, mal, mais en tout cas, elle fonctionne sans pathologie quand elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne correctement. Et on arrivera à travailler correctement avec une personne qui fonctionne comme ça.